Je m'appelle Julien. J'ai 28 ans. Mardi soir dernier, alors qu'une lourde pluie du nord-ouest Pacifique s'abattait sur mon quartier, je me tenais dans ma propre allée et j'ai réalisé que mon propre père venait de donner les clés de ma Porsche 911 personnalisée à mon frère aîné, un vaurien et un criminel. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine à m'épuiser pour assurer mon avenir financier, mes parents ont décidé sans pression qu'il avait plus besoin de mon véhicule de luxe qu'un mec célibataire comme moi. Ils m'ont ri au nez au téléphone. Ils ont traité mes années de sang, de sueur et de sacrifices absolus comme un fonds communautaire destiné à servir l'enfant chéri de la famille. Ils m'ont dit que j'étais égoïste. Ils m'ont dit que je réagissais de manière excessive à un simple service. Mais il y a un détail d'une importance capitale qu'ils ignoraient, j'avais fait installer un tracker GPS haut de gamme directement câblé dans le tableau de bord de cette voiture. Et je savais tout sur son permis de conduire suspendu et son mandat d'arrêt pour crime lié à une précédente conduite en état d'ivresse. Et maintenant, au moment où je vous raconte cela, ils me supplient d'abandonner les poursuites pénales, terrifiés parce qu'ils font face à un procès massif qu'ils n'ont absolument pas les moyens de payer. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé leurs mensonges pièce par pièce et enfin repris ma vie en main, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez réellement en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien est ce qui me donne la force de partager ceci. Maintenant, retournons au moment exact où ce cauchemar éveillé a commencé. Le volant de ma berline de location me semblait être du plastique creux et bon marché entre les mains. Cela avait été une semaine brutale et impitoyable. En tant que responsable senior de la gestion des risques financiers dans le centre-ville de Seattle, je passais mes journées à analyser la dette des entreprises, à restructurer des comptes massifs et à prévenir des pertes financières catastrophiques pour des clients de haut niveau. Je venais de décrocher une promotion importante, ce qui signifiait que mon salaire avait considérablement augmenté, mais la pression écrasante aussi. Mon cerveau avait l'impression de tourner au ralenti depuis des jours. J'avais passé les 12 dernières heures à fixer des tableurs infinis, à négocier avec des dirigeants d'entreprises hostiles et à boire du café de bureau brûlé et amer. Tout ce que je voulais au monde, c'était le bruit lourd et solide de ma porte d'entrée se refermant derrière moi. Je voulais le déclic satisfaisant de mon verrou glissant en place. Je voulais le silence immaculé et méticuleusement contrôlé de ma propre maison. Je suis obsédé par l'ordre et je ne m'en excuse absolument pas. Dans une vie définie par les caprices chaotiques et imprévisibles du marché financier mondial et par les demandes constantes, épuisantes et toxiques de ma famille, ma maison et ma voiture étaient les seules choses qui m'appartenaient vraiment. Elles étaient mon sanctuaire absolu. J'avais récemment acheté cette maison, une magnifique propriété immobilière dans une banlieue calme et entretenue, soumise à une association de propriétaires stricts. C'était mon château. J'ai tourné dans ma rue, laissant mes épaules tendues s'abaisser pour la première fois depuis ce qui me semblait être un siècle. L'impasse résidentielle était complètement calme, baignée dans la lumière orange douce et chaude des lampadaires qui venaient de s'allumer au crépuscule. J'ai regardé vers mon allée, m'attendant pleinement à voir le reflet élégant et gris ardoise de ma Porsche 911 Carrera refléter les lampadaires. J'avais travaillé pendant 5 années brutales pour acheter cette voiture content. C'était ma récompense pour chaque vacances manquée, chaque nuit tardive au bureau, chaque week-end passé à trimer à mon bureau pendant que mes pères étaient dans des bars. L'allée était totalement vide. J'ai appuyé sur les freins de la voiture de location si fort que ma ceinture de sécurité s'est bloquée contre ma poitrine, me coupant le souffle. J'ai cligné des yeux, me frottant les yeux fatigués, pensant sincèrement que j'étais tellement épuisé que je m'étais garé dans la rue avant mon voyage d'affaires et que j'avais simplement oublié. J'ai vérifié le trottoir. Rien. J'ai regardé à nouveau le vide béant de béton devant mon garage. C'était vide, marqué seulement par une vilaine tache d'huile sombre près du centre. J'avais nettoyé cette allée au Karcher un mois plus tôt. Ma voiture parfaitement entretenue ne fuyait pas d'huile. La panique ne m'a pas frappé comme un feu chaud. Elle m'a frappé comme un bloc de glace plongeant directement dans mes veines. C'était la sensation d'une violation totale et profonde. Quelqu'un avait pris mes biens. J'ai garé la voiture de location le long du trottoir, coupé le moteur et attrapé mon smartphone avec des mains tremblantes. J'ai ouvert l'application de sécurité Ring pour vérifier la caméra de la sonnette. Je voulais revoir la vidéo et voir exactement qui avait marché sur ma propriété pendant que j'étais au travail. Le petit cercle bleu a tourné sur l'écran, cherchant une connexion. Et puis un message moqueur s'est affiché, appareil hors ligne. J'ai froncé les sourcils, un œuf froid se serrant au creux de mon estomac.
Je suis passé à la caméra du projecteur montée directement au-dessus des portes de garage. Le cercle a tourné à nouveau. Appareil hors ligne. Je suis sorti de la voiture de location sous la pluie glaçante et j'ai levé les yeux vers ma maison. La lumière du porche était éteinte. Les détecteurs de mouvement rouge aux fenêtres étaient éteints. Quelqu'un avait manuellement coupé le disjoncteur principal à l'extérieur de la maison avant de prendre la voiture. Ce n'était pas une ruée vers l'or aléatoire par des adolescents ennuyés en quête de sensations fortes. Les voleurs de voitures occasionnelles brisent des vitres et font les fils en pleine nuit. Ils ne s'embêtent pas à localiser et à couper l'alimentation d'un système de sécurité domestique à moins de savoir exactement où se trouve le boîtier électrique. Ils connaissaient la disposition de la maison. Ils connaissaient mon emploi du temps. Ils savaient que j'étais hors de la ville. J'ai marché lentement dans l'allée, mes chaussures de ville claquant sur le béton mouillé, et j'ai fixé cette tache d'huile fraîche. Cela sentait l'ancien liquide de transmission. Cela sentait la négligence. Cela sentait mon frère. Je suis allé sur le côté de la maison où se trouvait le boîtier électrique. Le lourd cadenas en acier que j'y gardais toujours avait complètement disparu. Tranché net avec une pince coupe-boulon. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai déverrouillée manuellement puisque le clavier électronique était totalement mort, et je suis entré dans le couloir obscur. L'air à l'intérieur me semblait lourd et rassis. Je n'ai même pas allumé la lampe de mon téléphone. Je connaissais cette maison par cœur. Je suis passé directement par la cuisine pour aller dans le salon, jusqu'à la grande bibliothèque en chêne contre le mur du fond. Derrière une rangée de lourds livres de finances se trouvait un petit coffre-fort mural. J'ai fait tourner le cadran avec une précision entraînée dans le noir, à gauche sur 10, à droite sur 22, à gauche sur 6. La lourde porte métallique a cliqué. J'ai tendu la main à l'intérieur vers la petite pochette en velours où je gardais mon double de clé d'urgence. La clé principale était dans ma mallette, mais c'était le double. Celle qui avait coûté $600 à programmer chez le concessionnaire, celle que je gardais strictement pour les urgences absolues. Mes doigts n'ont saisi que de l'air vide. La pochette en velours avait disparu. Je suis resté là dans le noir, à fixer le coffre-fort ouvert. La réalisation n'est pas venue comme un choc soudain et vif. Elle est venue comme une confirmation lourde, épuisante et suffocante de tout ce que j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'ignorer concernant ma propre famille. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran semblait aveuglément lumineux dans le salon sombre. J'ai ignoré les 40 emails professionnels non lus et j'ai composé le numéro de mon père, Victor. Il a sonné 4 fois avant qu'il ne réponde enfin. J'entendais le bruit fort et distinct d'un match de football à la télévision en arrière-plan, mélangé au son d'une canette de bière qu'on ouvre. Il avait l'air parfaitement détendu. Il avait l'air heureux. « Eh, Julien, tu es déjà à la maison. Je pensais que ton vol n'atterrissait qu'à minuit. »« Papa, » ai-je dit, en gardant ma voix dangereusement basse et calme. « Où est ma voiture ?» Il y a eu une longue et lourde pause à l'autre bout du fil. J'ai entendu le froissement de tissu, comme s'il se réinstallait confortablement dans son fauteuil en cuir usé. Puis un rire condescendant, pas le rire nerveux de quelqu'un qui a fait une erreur. Un rire arrogant et imbu de lui-même. « Relax, Julien. Bon sang, tu vas te faire une crise cardiaque avec cette tension artérielle. La voiture est en sécurité. Elle est avec la famille. Damon en avait besoin. » Le nom est tombé comme un coup de poing physique dans mon estomac. Damon, mon frère de 32 ans, l'enfant chéri, l'homme qui n'avait jamais gardé un emploi stable plus de 3 mois, qui avait passé toute sa vie à rebondir d'une catastrophe juridique auto-infligée à une autre, en s'attendant toujours à ce que quelqu'un d'autre paie l'addition. La ligne s'est coupée. Il m'a raccroché au nez. J'ai abaissé le téléphone, pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur qui battait la chamade, et j'ai ouvert l'application de suivi haut de gamme du constructeur du véhicule. Je payais un abonnement mensuel élevé pour ce service satellite avancé, et je n'avais jamais eu besoin de l'utiliser jusqu'à ce soir. J'ai appuyé sur le bouton localiser le véhicule. L'écran a chargé et un point bleu vif est apparu sur la carte numérique. Il n'était pas garé tranquillement chez mes parents. Il n'était pas au complexe d'appartements bon marché de Damon. Il n'était dans aucun parc d'activités préparant un entretien d'embauche. Le point bleu bougeait. Il était sur l'Interstate 5 roulant vers le sud à 150 km/h et il se dirigeait tout droit vers le quartier des casinos sur la réserve. J'ai fermé l'application de suivi et j'ai rouvert le clavier téléphonique.
J'ai effacé le contact de Victor de l'écran. J'ai tapé 3 chiffres. 911. 911, quelle est votre urgence? A demandé la répartitrice, la voix nette et professionnelle. Je dois signaler un vol de voiture en cours, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'avais l'air exactement comme au travail lorsque je gérais une crise d'entreprise de plusieurs millions de dollars pour un client. Mon véhicule a été volé dans mon allée sécurisée au cours de la dernière heure. Le suspect est mon frère Damon. Il l'a pris sans mon consentement en utilisant un double de clé volé à mon domicile. D'accord, monsieur. Savez-vous où se trouve actuellement le véhicule? Oui, j'ai un tracker GPS en direct dessus, mais vous devriez savoir autre chose avant que vos officiers ne s'approchent de lui. Il a un permis suspendu et je crois fermement qu'il a un mandat d'arrêt actif pour crime lié à une précédente conduite en état d'ivresse. Il conduit une voiture de sport haute performance à des vitesses incroyablement élevées sur l'autoroute. Le ton de la répartitrice a immédiatement changé, passant d'une collecte de données de routine à une action hautement urgente. Restez en ligne, monsieur. Nous envoyons des patrouilles de la police de la route dans ce secteur dès maintenant. Je pensais que le pire était de passer cet appel va dénoncer mon propre sang. J'avais tellement tort. Le cauchemar ne faisait que commencer. Alors que je me tenais dans le salon obscur, attendant que la police locale arrive pour prendre ma déclaration officielle, les lumières bleues clignotantes sur l'écran de mon téléphone ont ramené un flux massif et suffocant de souvenirs amers. Cette situation ne concernait pas seulement la Porsche. Il n'a jamais été question seulement d'une voiture. Il s'agissait d'un schéma bien ancré d'abus financiers générationnels qui avait défini toute mon existence au sein de cette structure familiale. J'ai fermé les yeux, appuyé ma tête contre la cloison sèche-froide, et soudain je n'étais plus un gestionnaire financier de 28 ans. J'avais à nouveau 18 ans. Je me tenais dans la cuisine étroite et décolorée de mon enfance, serrant une lettre d'admission à l'université dans mes mains calleuses. J'avais travaillé à 2 boulots épuisants et éreintants tout au long du lycée juste pour m'offrir les frais de scolarité de l'université d'État. Je passais mes journées de semaine à frotter des grilles graisseuses dans un restaurant local jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules et sentent en permanence l'huile de friture usagée. Je passais mes week-ends à transporter du bois lourd et des sacs de béton dans un magasin de bricolage local. Je ne suis pas allé à des fêtes. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Je ne suis même pas allé à mon propre bal de promo. J'ai économisé chaque dollar que j'ai gagné, en le mettant dans un lourd coffre-fort en acier caché au fond de mon placard de chambre. Ce fonds universitaire était mon unique billet pour sortir d'une vie de misère au jour le jour. J'avais exactement 2000 dollars d'économie pour mon acompte de logement de première année. Je me souvenais très bien du mardi après-midi spécifique où je suis allé chercher l'argent pour payer le bureau du trésorier de l'université. J'ai sorti la boîte, déverrouillé le petit cadenas et ouvert le couvercle. C'était complètement vide. J'ai dévalé les escaliers dans une panique absolue, le cœur me battant la poitrine. Convaincu que notre maison avait été cambriolée, j'ai fait irruption dans la cuisine et j'ai trouvé Victor assis à la table, calmement, se léchant le pouce et comptant une lourde pile de billets de 20 dollars. Mes billets, ceux qui sentaient légèrement la graisse de restaurant. Damon a besoin d'une voiture fiable, avait dit Victor ce jour-là, sans même prendre la peine de lever les yeux vers moi alors que je me tenais sur le pas de la porte en hyperventilant. Il ne peut pas emmener une fille bien sur un vélo. Julian, c'est un jeune homme. Il a besoin de confiance pour sortir dans le monde et faire quelque chose de sa vie. Mais c'est mon fonds pour l'université. Ai-je étouffé, des larmes de pure frustration et de trahison me brûlant les yeux. J'ai travaillé pendant 2 ans d'affilée pour cet argent. J'en ai besoin d'ici vendredi où je perds ma chambre d'étudiant. Tu es intelligent, avait répondu Victor en haussant les épaules, glissant l'argent dans une enveloppe bancaire et la scellant. Tu trouveras une solution. Tu peux obtenir un prêt étudiant comme tout le monde. Damon n'est pas comme toi. L'école, ce n'est pas son truc. Il a besoin d'un coup de pouce dans la vie. Et c'est notre rôle en tant que famille de le lui fournir quand il est en difficulté. Il a pris ma sueur, mon sang et mon avenir. Et il a acheté une Mustang d'occasion à Damon. Damon a pris cette Mustang et l'a totalement détruite exactement 3 semaines plus tard lors d'une course sauvage avec ses amis sur le parking vide d'un Walmart. Il s'en est sorti sans une seule égratignure sur le corps. Je suis reparti avec 40 000 dollars de dettes d'études à taux d'intérêt élevé. Il m'a fallu des années à faire des heures supplémentaires, à sauter des repas et à vivre dans de petits appartements infestés de cafards pour rembourser cette dette.
Damon ne s'est jamais excusé une seule fois. Victor n'a jamais proposé de me rembourser un seul centime. C'était juste le prix à payer en tant que membre de cette famille. Avance rapide jusqu'à il y a 2 ans. J'avais enfin atteint une vraie stabilité financière. Je construisais ma retraite. J'avais un bon crédit et je regardais l'immobilier. Ma mère Sylvia m'a appelé au milieu d'une journée de travail critique, complètement hystérique. Elle a dit que Victor avait de sévères douleurs thoraciques. Son bras gauche s'engourdissait et il s'effondrait. J'ai tout abandonné, je suis sorti d'une réunion client majeure qui a failli me coûter mon poste, et j'ai traversé la ville à toute vitesse pour me rendre à l'hôpital. Il s'est avéré que il s'agissait d'une indigestion sévère causée par un déjeuner épicé dans un buffet bon marché. Mais la frayeur médicale a parfaitement joué son rôle. Ils ont joué sur ma culpabilité persistante avec brio dans cette salle d'attente stérile de l'hôpital, qui sentait l'eau de javel industrielle et l'anxiété. Ils m'ont coincé. Ils m'ont convaincu d'ouvrir un compte bancaire d'urgence joint avec Victor. Juste au cas où il m'arriverait quelque chose, Julian, avait haleté Victor, assis sur le lit d'hôpital, jouant le rôle du patriarche mourant à la perfection. Juste pour que tu puisses aider ta mère avec le paiement du prêt ou payer une ambulance si mon cœur m'abandonne enfin. J'ai mis $5000 sur ce compte comme réserve et je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. J'étais le fils qui avait réussi. C'était mon devoir. Et dans un moment d'une stupidité infondée et absolue, alimenté par un sentiment de devoir filial déplacé, j'ai donné à Victor le double de clés de ma maison et le double du bip de ma voiture. C'est uniquement pour les urgences vitales, lui avais-je dit fermement, en lui pressant les clés dans la main. Si la maison prend feu ou s'il y a une crise médicale majeure et que tu as besoin d'un véhicule fiable. Il m'a regardé droit dans les yeux, m'a serré l'épaule et a juré sur sa vie qu'il respecterait mes limites. La confiance est un mot très drôle dans mon écosystème familial. Cela signifie généralement simplement une invitation ouverte à être dévalisée pendant qu'il vous sourit. Mon téléphone a vibré violemment, me ramenant à la réalité présente de mon salon sombre et froid. Un SMS de ma tante Béatrice a illuminé l'écran. Je ne savais même pas comment elle était déjà au courant de la dispute, mais les mauvaises nouvelles voyagent à la vitesse de la lumière avec ces gens-là. Julian, ton père m'a appelé en larmes. Il a dit que tu lui hurlais dessus pour une voiture stupide. S'il te plaît, calme-toi et sois raisonnable. La famille, c'est tout. Damon traverse une période très difficile en ce moment avec les problèmes de garde et le bébé qui arrive. Ne crée pas de drame inutile. Nous en discuterons au dîner de Thanksgiving. J'ai fixé le SMS avec un dégoût pur. Tante Béatrice était l'informatrice désignée de la famille. C'était elle qui me coinçait toujours lors des enterrements familiaux et des dîners de Thanksgiving, sondant de manière agressive mon salaire, ma récente promotion et mes investissements immobiliers. Elle rassemblait des informations sur la quantité exacte d'argent que j'avais, puis les rapportait directement à Victor et Sylvia afin qu'ils puissent calculer exactement combien ils pouvaient me soutirer. Ils avaient tout un écosystème fondé sur l'extraction de valeur de mes succès pour subventionner les échecs constants et sans fin de Damon. Les feux rouges et bleus clignotants d'une voiture de patrouille ont balayé les murs de mon salon, me sortant de mes pensées. Je suis sorti dans l'air froid et pluvieux de la nuit. L'officier Ramirez, un policier au visage sévère, d'une carrure imposante, à l'attitude pragmatique et portant une cicatrice décolorée sur le menton, est sorti de la voiture. « Monsieur Julian ?» a-t-il demandé, en ajustant son lourd treillis. « Vous avez signalé un véhicule volé par un membre de votre famille. » J'ai hoché la tête et lui ai tendu une pochette en plastique contenant mon permis de conduire, le titre de propriété original de la Porsche et ma carte d'assurance actuelle. Mon nom est le seul et unique sur ce titre. Mon père lui a donné la clé d'urgence sans ma permission. J'ai explicitement dit à mon père au téléphone il y a 20 minutes de rendre le véhicule immédiatement et il a complètement refusé. Ramirez a soupiré lourdement, son souffle visible dans l'air froid, et m'a rendu les papiers. Écoutez, je dois être totalement honnête avec vous, monsieur. Si votre père lui a donné la clé, l'intention juridique devient très floue. Habituellement, le procureur renvoie ses affaires au civil. Les litiges familiaux relèvent de la médiation civile ou du tribunal des petites créances. Pas du tribunal pénal. Vérifiez son casier judiciaire, ai-je interrompu, ma voix dure et sans compromis. Lancez son nom dès maintenant. Damon. Date de naissance ? 12 août. Ramirez m'a regardé attentivement, me jaugeant, réalisant que je n'étais pas juste une victime hystérique.
puis il a enclenché la radio sur son épaule. Centrale, vérification de nom pour avis et mandat. Damon, comté de King. Nous sommes restés dans un silence absolu pendant 30 secondes agonisantes dans mon allée. Puis la voix de la répartitrice a résonné à la radio, claire et nette dans le quartier calme. Le sujet ressort avec un permis suspendu, 2e degré. Mandat d'arrêt actif pour non-comparution sur une charge précédente de conduite en état d'ivresse. Attention, le sujet a un historique documenté de résistance à l'arrestation. L'épuisement de Ramirez a disparu en un instant. L'agacement de devoir gérer une petite querelle familiale a été entièrement remplacé par la concentration aiguisée d'un flic qui venait de trouver une vraie cible prioritaire. D'accord, ça change tout. On ne regarde plus seulement une utilisation non autorisée de véhicules à moteur. Nous avons un criminel recherché qui conduit une voiture de sport haute performance avec un permis suspendu. Où est-il exactement en ce moment? J'ai brandi mon téléphone, lui montrant la carte satellite en direct. Il est actuellement stationné. Il a quitté l'autoroute il y a 5 minutes. Il est sur le parking du magasin de spiritueux sur la 88e rue. Montez à l'avant, a ordonné Ramirez, en ouvrant la lourde portière de la patrouille. Gardez cette application ouverte et l'écran bien lumineux. Vous nous guidez. Mais je vous préviens dès maintenant, mon garçon, une fois que nous aurons lancé cette arrestation, vous ne pourrez plus faire marche arrière simplement parce qu'il partage votre sang. Si on y va jusqu'au bout. Je n'ai absolument aucune intention de faire marche arrière, ai-je dit, en montant sur le siège passager. L'odeur de café rassis, de nettoyant antibactérien industriel et d'ancienne adrénaline remplissait l'habitacle. Nous avons roulé vite dans les rues sombres, les sirènes complètement éteintes pour maintenir l'élément de surprise. J'ai regardé le point bleu pulser sur mon écran, se rapprochant de plus en plus. J'étais sur le point de lâcher une bombe massive sur ma famille, mais je n'avais absolument aucune idée d'à quel point le rayon d'explosion allait être catastrophique. Nous sommes entrés sur le parking sombre et criblé de nids de poules du magasin de spiritueux. C'était un établissement délabré et incroyablement louche, entouré d'entrepôts commerciaux abandonnés et de grillages. Le panneau néon grésillait fort dans l'air humide, projetant des ombres longues et laides sur le bitume mouillé. Ramirez a coupé les phares de la patrouille alors que nous glissions vers un arrêt silencieux à l'autre bout du parking, dissimulé dans l'obscurité. Et elle était là, ma Porsche 911 Carrera grise ardoise, brille sous les néons bon marché et clignotants. Elle semblait totalement étrangère à cet environnement crasseux, comme un diamant sans défaut tombé dans une flaque de boue remplie d'ordures. Et pire encore, elle était garée en diagonale sur 2 places handicapées clairement marquées juste devant les portes principales en verre. Damon était adossé d'un air désinvolte contre la portière côté conducteur. Il portait un sweat à capuche décoloré et trop grand et un jean large. Il riait fort dans son téléphone portable, sa voix portant à travers le parking vide. Il avait une cigarette allumée dans la main droite. Alors que je regardais depuis l'obscurité de la voiture de police, mon estomac s'est changé en pierre lourde et solide. Il a négligemment secoué la cendre de sa cigarette directement sur la peinture impeccable et polie à la main de mon capot. J'ai ressenti une vague de rage pure, non filtrée et aveuglante que je n'avais jamais éprouvée de toute ma vie. Il traitait le symbole ultime de mon travail acharné, de mes nuits tardives et de mes sacrifices financiers comme un cendrier jetable bon marché. C'est lui, ai-je dit à Ramirez, en désignant du doigt à travers le pare-brise trempé de pluie. Et c'est ma voiture. Il fume directement sur la peinture, a noté Ramirez, en secouant la tête avec dégoût, reconnaissant un homme qui n'avait absolument aucun respect pour quoi que ce soit. Très bien, restez dans le véhicule jusqu'à ce que j'aie sécurisé la scène. Ne sortez pas avant que je vous donne le feu vert. Ramirez a ouvert sa portière et a enclenché la rampe de gyrophare d'urgence. La voiture de police a explosé dans un affichage aveuglant et chaotique de stroboscopes rouges et bleus qui ont éclairé tout le parking, se reflétant sur les flaques d'eau et la vitrine du magasin. Il a actionné la sirène pendant une fraction de seconde, un strident assourdissant qui a coupé la nuit comme un couteau. Damon a sursauté violemment. Il a fait tomber son téléphone et sa cigarette sur l'asphalte mouillé, mais il n'a pas levé les mains en l'air. Il a plissé les yeux face aux lumières aveuglantes de la police, mettant une main sur ses yeux, ayant l'air incroyablement agacé plutôt qu'effrayé. Il ressemblait à un homme qui avait l'habitude de se sortir des conséquences par la parole. « Police !» a hurlé Ramirez, utilisant la lourde portière comme bouclier balistique, sa main droite reposant fermement sur son arme au étui. « Éloignez-vous du véhicule dès maintenant. Laissez-moi voir vos mains. »
Mettez-les là où je peux les voir. Wep wep. Relax, mec. A répondu Damon en hurlant, sa voix dégoulinant de cette attitude arrogante et profondément imbue d'elle-même que je détestais tant. J'achète juste une bouteille de tequila. C'est quoi ton problème? J'ai rien fait de mal. Éloignez-vous du véhicule et posez vos mains à plat sur le capot. Faites-le maintenant. C'est du harcèlement pur et simple. A crié Damon, bien qu'il ait lentement fait un pas en arrière de la portière, les mains levées dans une fausse reddition. Mon père possède cette voiture. Vous pouvez l'appeler dès maintenant. Victor, c'est un homme respecté. Il vous dira que j'ai la permission complète de la conduire. Je ne pouvais pas rester assis là sur le siège passager et l'écouter mentir. Je ne pouvais pas rester là et l'écouter utiliser le nom de Victor comme un bouclier pare-balles pour son comportement criminel. J'ai poussé la lourde portière passager et je suis sorti sous les stroboscopes, la pluie froide me frappant le visage. Damon a vu du mouvement. Il a regardé au-delà de l'officier Ramirez et a croisé mon regard. Son expression arrogante a disparu instantanément, remplacée par un masque de fureur pure, laide et non filtré. Julian, a-t-il bafouillé, complètement ahuri, son cerveau luttant pour traiter la raison pour laquelle je sortais d'une voiture de flic. Tu as appelé les flics contre moi. Tu es complètement devenu fou? Pour une voiture. Tu as volé ma voiture, Damon, ai-je dit, ma voix tranchant clairement à travers la tension du parking. Et tu n'as pas de permis de conduire valide. Tu as un mandat d'arrêt. C'est une voiture familiale, espèce d'égoïste. A-t-il hurlé, son visage devenant rouge. Il a fait un pas agressif vers moi, ses poings serrés. Reculez dès maintenant. A rugi Ramirez, s'avançant rapidement vers lui, réduisant la distance en 3 grandes foulées. C'est mon frère. A crié Damon à l'officier, en pointant un doigt tremblant vers moi. Espèce de salaud. Papa a dit que je pouvais la prendre. Tu fais sérieusement arrêter ton propre frère pour une simple virée? J'ai un entretien demain. Tu ruines ma vie. Tu es dans un magasin de spiritueux, Damon, ai-je répondu en hurlant. Ton grand entretien de directeur régional est avec José Cuervo? Tu allais miser ta prime à la signature au casino ce soir? Damon s'est précipité en avant dans une frustration pure et non filtrée, donnant un coup de pied dans le pneu avant de ma Porsche avec sa lourde chaussure à embout d'acier. C'était la limite absolue. Ramirez a bougé avec une vitesse terrifiante et entraînée. Il a attrapé Damon par le poignet, l'a fait tourner violemment et l'a plaqué torse premier contre le mur de briques brutes du magasin de spiritueux, le maintenant heureusement bien à l'écart de la peinture délicate de ma voiture. Clic, clic. Le son des menottes en acier lourd se verrouillant solidement était le son le plus beau et le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des années. Il a résonné contre les murs de briques avec une finalité absolue. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de voiture et conduite avec un permis suspendu, a déclaré calmement Ramirez, en énumérant les charges tout en fouillant Damon à la recherche d'armes. Alors que Ramirez escortait un Damon se débattant et jurant vers l'arrière de la patrouille, Damon n'avait pas l'air désolé. Il ne ressemblait pas à un homme qui réalisait qu'il avait fait une erreur. Il m'a regardé avec une haine pure et non filtrée. Papa va totalement te détruire pour ça, a sifflé Damon, me crachant les mots au visage alors qu'il était poussé vers le bas. Tu es mort pour cette famille. Tu m'entends? Tu es mort. Ramirez l'a poussé sur le siège arrière en plastique dur et a claqué la portière, coupant sa tirade. Je me suis avancé lentement vers ma Porsche. J'ai ramassé la cigarette souillée qu'il avait laissée tomber. J'ai sorti un chiffon en microfibre que je gardais toujours dans la poche de mon manteau et j'ai soigneusement, délicatement essuyé la trace de cendre sur le capot. C'est bon pour la ramener à la maison? A demandé Ramirez en s'approchant de moi, me tendant une carte de visite avec un numéro de dossier griffonné au dos. Oui, ai-je dit en prenant une profonde inspiration, l'adrénaline quittant lentement mon système. Merci, officier. Vraiment. Quand je suis enfin rentré dans mon garage et que j'ai verrouillé la lourde porte derrière moi, la maison était silencieuse, mais mon monde numérique explosait. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un grand verre d'eau froide et j'ai posé mon téléphone face vers le haut sur le comptoir en granit. Il vibrait si violemment et constamment qu'il se déplaçait réellement en petits cercles sur la surface de pierre lisse. J'avais 42 appels manqués, un barrage ininterrompu de SMS de ma mère, de mon père, de tante Béatrice, et même de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis un enterrement. Maman, Damon est dans une cellule de garde à vue,
une cellule de béton froide avec des criminels. Il est claustrophobe. Comment peux-tu seulement dormir ce soir en sachant que ton propre frère souffre? Papa, si tu n'appelles pas la police pour abandonner ses charges d'ici demain matin, ne te donne pas la peine de venir au dîner de Thanksgiving. Ne te donne pas la peine de t'appeler mon fils. Tu es définitivement renié. Je te retire du testament. Renié. Retiré du testament. J'ai fixé les mots. Cela ressemblait à une menace totalement creuse de la part d'un homme qui n'avait absolument plus aucun moyen de pression et certainement aucun héritage à transmettre. On ne peut pas renier la seule personne de la famille qui a réellement une valeur nette positive et une carrière. Puis un nouveau SMS de Sylvia est apparu à l'écran et il m'a fait hésiter, mon pouce restant au-dessus de l'écran. Maman, papa se tient la poitrine en ce moment. Son bras s'engourdit. Il prend ses pilules d'urgence et sue abondamment. Tu vas lui faire une crise cardiaque fatale. J'espère que tu es content de ce que tu as fait à cette famille. L'ancienne version de Julien aurait totalement paniqué. L'ancienne version de moi se serait précipitée chez eux au milieu de la nuit, aurait supplié qu'on lui pardonne à genoux, et aurait payé n'importe quelle caution exorbitante dont Damon avait besoin juste pour maintenir la paix et garder mon père en vie. Au lieu de cela, je suis resté assis dans le calme de ma cuisine et je me suis rappelé l'appel téléphonique de plus tôt. Je me suis rappelé Victor riant d'un air hautain, grignotant des snacks tout en regardant un match de football, ne se souciant pas une seule seconde de mes sentiments, de mes biens ou de mes limites. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé exactement une phrase, s'il fait une crise cardiaque, appelez une ambulance immédiatement. Ne m'appelez pas. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, réduisant efficacement la tempête au silence. La guerre avait officiellement commencé, et je devais être pleinement préparé pour le lendemain matin parce que je connaissais ma famille mieux que personne. Ils ne voulaient pas juste ma voiture pour une simple virée au casino. Il y avait une raison désespérée pour laquelle Damon avait si fort besoin d'un véhicule, et il y avait une raison financière massive pour laquelle Victor avait été si rapide à donner mes clés. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue a éclairé mon visage. Il était temps de suivre l'argent et je savais exactement où chercher pour trouver les cadavres qu'ils avaient enterrés. Le lendemain matin, j'ai appelé mon bureau et j'ai pris un jour de congé maladie formel. C'était littéralement le tout premier jour de congé maladie que je prenais en 4 ans, mais j'avais besoin d'une concentration absolue et totale. J'ai préparé une grande cafetière de café noir corsé et je me suis assis à mon bureau à domicile, entouré de mes 2 écrans. J'avais besoin d'un accès immédiat au registre public du tribunal, mais le portail standard du comté était en maintenance. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Nadia, une analyste de données senior dans mon cabinet et l'une des très rares personnes dans ce monde en qui j'avais véritablement confiance. Je lui ai fait un bref compte-rendu professionnel du cauchemar qui s'était déroulé la nuit précédente. « Donne-moi exactement 10 minutes, » a dit Nadia, son ton passant instantanément en mode purement professionnel. J'entendais son clavier mécanique claquer furieusement en arrière-plan. Je vais extraire chaque document juridique et financier déposé sous le nom de tes parents et de ton frère dans l'État de Washington pour les 2 dernières années. 15 minutes plus tard, un fichier hautement crypté est tombé dans ma boîte de réception sécurisée. J'ai entré le mot de passe, ouvert le fichier zip, et commencé à lire le jargon juridique dense. Je m'attendais pleinement à voir les détails du vieux mandat d'arrêt de Damon et peut-être quelques contraventions non payées. Ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était un procès civil massif intenté directement contre ma mère, Sylvia, daté d'il y a seulement 3 semaines. Demandeur, Prime Mutual Insurance Company. Défendeur, Sylvia et Damon. Motif de l'action, subrogation pour dommages matériels graves. Montant réclamé, 14 500 $. J'ai fixé l'écran lumineux, les pièces manquantes du puzzle s'assemblant avec une clarté terrifiante. 1 mois plus tôt, Sylvia m'avait appelé en sanglots, se plaignant que sa berline était au garage pour une panne de transmission majeure qui prendrait des semaines à réparer. C'était un mensonge complet. Damon conduisait sa voiture. Il l'avait accidentée, détruisant totalement son véhicule et causant des dommages structurels graves au SUV d'un autre conducteur. Parce que Damon était légalement inscrit comme conducteur exclu sur sa police d'assurance en raison de son casier judiciaire étendu, la compagnie d'assurance avait totalement rejeté la demande d'indemnisation. Maintenant, par le biais du processus de subrogation, il poursuivait Sylvia personnellement pour les 14 500 $ de dommages qu'elle devait à l'autre conducteur. Elle n'avait pas de voiture au garage. Elle n'avait plus de voiture du tout.
C'est exactement pour cela qu'ils avaient désespérément besoin de ma Porsche. Ils étaient totalement prêts à laisser un conducteur suspendu, non assuré et imprudent faire son trajet quotidien dans mon actif de 130 000 $. S'ils crachaient ma voiture, mon assurance rejetterait instantanément la demande, et c'est moi qui serais ruiné par un procès massif. Ils étaient entièrement prêts à sacrifier tout mon avenir financier, ma carrière, mes économies et mon score de crédit juste pour couvrir ces erreurs. Mais il manquait encore une autre pièce au puzzle. Le procès d'assurance expliquait le besoin désespéré d'une voiture, mais n'expliquait pas le désespoir financier pur que je pouvais sentir chez eux. Cela n'expliquait pas la panique. J'ai attrapé mes clés, suis monté dans ma Porsche et ai roulé directement jusqu'à ma agence bancaire locale. Je me suis avancé vers le guichet. Fiona, une femme que je connaissais depuis des années et qui gérait mes comptes personnels et professionnels, a levé les yeux et a semblé incroyablement nerveuse. « Julian » a-t-elle dit doucement, en jetant un coup d'œil autour du hall. « J'ai entendu des rumeurs dans le quartier. Est-ce que tout va bien, Fiona ? J'ai besoin d'un historique complet et détaillé des transactions pour le compte d'urgence joint se terminant par 442, ai-je dit, en faisant glisser mon permis de conduire sur le comptoir poli. Elle a tapé silencieusement, ses yeux allant nerveusement de son écran à mon visage. Elle a imprimé le relevé officiel, l'a tamponné et m'a tendu les papiers impeccables. J'ai regardé le chiffre en gras tout en bas de la page. Solde, 12 cents. L'intégralité de mon fonds d'urgence de 5 000 $ avait disparu. Évaporé. J'ai parcouru l'historique détaillé des retraits, mon sang devenant glacé. Il y a 3 semaines, la semaine exacte où Damon avait accidenté la voiture de Sylvia, la totalité des 5 000 $ avait été retirée en une seule transaction. Mais ce n'était pas payé à un hôpital pour les médicaments cardiaques de Victor. Ce n'était pas payé à un mécanicien. La transaction indiquait explicitement « Virement bancaire à King County by Bon, cautionnement pénal du comté de King ». Victor n'avait pas utilisé mon argent pour se sauver la vie. Il avait volé mon fonds d'urgence pour payer la caution de Damon et le sortir de prison pour une autre arrestation que il m'avait totalement cachée. Ils avaient pillé mon filet de sécurité pour garder l'enfant chéri hors d'une cellule de prison, puis m'avaient menti en me jouant la comédie d'une fausse crise cardiaque pour couvrir leurs traces. J'ai senti une résolution froide, dure comme le diamant, s'installer au plus profond de ma poitrine. Ce n'était plus seulement de la mauvaise éducation. Ce n'était plus seulement du favoritisme toxique. C'était une prédation financière systématique. Et j'étais la proie. Ils ne me voyaient pas comme un fils, mais comme une ligne de crédit infinie. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un nouveau SMS de Sylvia. Le ton avait totalement changé, passant d'une colère hurlante à une manipulation désespérée et écœurante. « Maman, Julian, mon chéri, nous devons vraiment parler. Plus de disputes, juste la famille. S'il te plaît, viens dîner vendredi soir. Je fais ton rôti préfère. Résolvons toute cette laideur avant l'audience de comparution de Damon lundi. Apporte les papiers légaux pour abandonner les charges et nous pourrons aller de l'avant et guérir. » C'était un piège flagrant et évident. Il rassemblait le clan pour me coincer. Il prévoyait de se liguer contre moi avec de fausses larmes, une culpabilité écrasante et une pression familiale extrême pour me forcer à revenir sur ma déclaration officielle à la police. Il voulait que je me soumette, que je rentre dans le rang et que je continue à payer pour la vie de Damon. Parfait. J'ai tapé une seule phrase en réponse, je serai là à 18 h. J'ai quitté la banque et je suis allé directement dans une imprimerie commerciale locale. J'ai passé les 2 heures suivantes à organiser chaque preuve. J'ai acheté 3 classeurs professionnels résistants. Je les ai méticuleusement étiquetés. J'ai surligné les mensonges, les dates et les montants en jaune néon vif. J'ai imprimé le procès d'assurance détaillant la voiture détruite. J'ai imprimé le relevé bancaire prouvant le vol pour la caution. J'ai imprimé les journaux de suivi GPS prouvant que Damon se dirigeait vers un casino et non vers un entretien d'embauche. Je montais un dossier étanche et inattaquable. S'ils voulaient jouer au tribunal familial dans leur salon, cela me convenait parfaitement. Mais je n'allais plus jouer le rôle de l'accusé. J'allais être le juge, le jury et l'exécuteur. Le vendredi soir est arrivé. Je me suis habillé d'un blazer noir ajusté et élégant, mon armure d'entreprise. J'ai emballé les 3 lourds classeurs dans ma mallette en cuir. Alors que je roulais vers la maison de mes parents,
le ciel était gris sombre et lourd d'une pluie glaçante. Je savais exactement ce qui m'attendait derrière leur porte d'entrée. Ils pensaient que je venais me rendre. Ils pensaient que j'étais toujours le distributeur automatique obéissant et pathétique, désespéré d'obtenir leur amour conditionnel et leur approbation. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient d'inviter un auditeur dans la tanière du lion. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 45 minutes. Mais assis au volant de cette berline de location générique, j'avais l'impression de faire une marche épuisante vers le fauteuil de l'exécuteur. La pluie du nord-ouest Pacifique s'était transformée en un déluge glaçant et ininterrompu, rendant glissantes les sombres routes de banlieue et floutant les phares du trafic en sens inverse. Le battement rythmique des essuie-glaces était le seul son qui me gardait ancré dans la réalité. Je serrais fermement le volant en cuir, mon esprit rejouant chaque preuve financière soigneusement rangée dans la lourde mallette en cuir qui reposait sur le siège passager à côté de moi. J'ai tourné dans leur rue familière et j'ai ralenti, laissant la voiture de location avancer le long du trottoir. Leur maison était une maison coloniale de taille moyenne, du genre avec un revêtement en vinyle impeccable, des fenêtres parfaitement symétriques et une pelouse tondue qui faisait un travail fantastique pour cacher la pourriture absolue à l'intérieur des murs. L'allée était complètement pleine, exactement comme je l'avais anticipé. J'ai reconnu le vieux pick-up rouillé de mon père. J'ai reconnu la berline de location bon marché que ma mère conduisait actuellement, mais il y avait deux autres véhicules garés agressivement dans la rue, occupant l'espace devant la boîte aux lettres. L'un était un pick-up personnalisé lourd appartenant à mon oncle Oscar. Oscar était le frère cadet de Victor. C'était un entrepreneur commercial qui avait très bien réussi, un homme qui avait bâti une petite fortune dans l'immobilier et se piquait de valeurs familiales à l'ancienne et d'intimidation par la force brute. L'autre véhicule était une Lexus argentée impeccable appartenant à ma tante Béatrice. J'ai garé la voiture de location à mi-chemin dans la rue, coupé le moteur et suis resté assis là dans le noir pendant un moment. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air froid remplir mes poumons. Ils avaient fait appel à la cavalerie. Ils avaient convoqué la famille élargie pour servir de tribunal, un mur physique de culpabilité destiné à m'écraser dans une soumission totale. Ils croyaient sincèrement que si l'oncle Oscar me fixait de sa carrure imposante et que tante Béatrice me faisait honte de sa langue acérée, je m'effondrerais exactement comme lorsque j'étais un adolescent insécure. Ils s'attendaient pleinement à ce que je rentre là ce soir pour supplier qu'on me pardonne à genoux d'avoir fait arrêter mon frère. Ils pensaient que je venais faire un chèque. J'ai attrapé la lourde mallette en cuir. Elle pesait au moins 4 kilos avec tous les documents, les pièces de procédure et les données satellites imprimées. Elle me semblait être une arme. J'ai remonté l'allée en béton, la pluie glaçante traversant les épaules de mon blazer ajusté. Je suis monté sur le porche couvert. Je ne me suis pas embêté à sonner. J'ai pris la clé de rechange dans ma poche, la clé en laiton d'origine que je n'avais jamais rendue, et j'ai déverrouillé la porte d'entrée. L'odeur immédiate m'a frappé comme un mur physique dès que j'ai franchi le seuil. C'était l'odeur riche et savoureuse du rôti mijoté, des oignons rôtis et du pain frais cuit. C'était l'odeur exacte de chaque dîner de Thanksgiving de mon enfance, de chaque rassemblement du dimanche, de chaque fête où nous prétendions être normaux. C'était l'odeur calculée du réconfort. Et en ce moment, elle me retournait complètement l'estomac. C'était un appât. Je suis entré dans le hall faiblement éclairé, j'ai secoué la pluie de mon manteau et j'ai refermé la lourde porte en chêne derrière moi. La maison était totalement silencieuse. J'ai marché lentement le long du couloir pour entrer dans le salon. Ils étaient tous là, disposés parfaitement comme un grand jury, attendant de prononcer une sentence sur un défendeur désobéissant. Victor était assis dans son grand fauteuil inclinable en cuir au centre de la pièce. Il avait le bras droit entièrement enveloppé dans une écharpe médicale, jouant le rôle du patriarche frêle et mourant à la perfection absolue. Son visage était pâle, ses yeux à demi fermés, tirés dans un masque de souffrance profonde et agonisante. Sylvia était assise sur le bord du canapé à fleurs, serrant un mouchoir chiffonné contre sa poitrine, ses yeux rouges et boursouflés par ce que je savais être des heures de pleurs stratégiquement mis en scène. Tante Béatrice se tenait raide près de la cheminée en briques. Ses bras étaient croisés fermement sur son pull en cachemire coûteux. Ses yeux s'étaient rétrécis avec un mépris pur et non dissimulé. L'oncle Oscar était assis sur le grand pouf en cuir, ses mains massives et calleuses reposant lourdement sur ses genoux, projetant une aura d'immense déception et de menace physique. Et caché dans le coin le plus éloigné, assise sur une chaise pliante en bois dur qui semblait incroyablement inconfortable, se trouvait Clara, la petite amie de Damon. Elle était enceinte de 7 mois.
Elle avait l'air incroyablement petite, épuisée et totalement terrifiée. Ses mains reposaient de manière protectrice sur son ventre rebondi, ses yeux balayant nerveusement la pièce. La tension dans la pièce était si incroyablement dense qu'on pouvait pratiquement s'étouffer avec. Au moment où j'ai posé le pied sur le tapis du salon, chaque paire d'yeux s'est verrouillé sur moi. Personne n'a offert un accueil chaleureux. Personne n'a proposé de prendre mon manteau trempé. Personne ne m'a offert un verre d'eau. Tante Béatrice a été la toute première personne à briser le silence. Elle l'était toujours. Tu as un culot incroyable de montrer ton visage dans cette maison, Julian, a-t-elle craché, sa voix dégoulinant de venin pur. Entrer ici dans ton costume d'entreprise coûteux après avoir mis ta propre chair et ton propre sang dans une cage en béton avec de vrais criminels. Bonjour à toi aussi, Béatrice, ai-je dit calmement, en ignorant totalement son fiel. Je ne me suis pas assis. J'ai marché directement vers le centre de la pièce, me tenant fermement entre le grand téléviseur et la lourde table basse en chêne. J'ai posé la lourde mallette en cuir sur la table en bois massif. Le bruit sourd et fort a résonné dans la pièce silencieuse. Victor a bougé dans son fauteuil, laissant échapper un gémissement aigu et dramatique comme si le simple fait de bouger son bras lui causait une agonie indicable. « Assieds-toi, Julian » a-t-il ordonné. Sa voix était intentionnellement faible, rauque et pleine de douleurs fabriquées. Nous allons régler ce gâchis horrible ce soir. Tu vas sortir ton téléphone, appeler le procureur dès maintenant en haut-parleur. Tu vas lui dire que tu as fait une terrible erreur émotionnelle. Tu vas dire que tu avais simplement oublié que tu avais prêté la voiture à Damon. J'ai regardé l'homme qui avait volé mon fonds pour l'université. L'homme qui m'avait menti en face maintes et maintes fois. Non, ai-je dit doucement, ma voix complètement dénuée d'émotion. Je ne vais absolument pas faire ça. Fais-le dès maintenant. S'est lamentée Sylvia de manière dramatique, jetant son mouchoir chiffonné sur le sol et pressant ses mains contre son visage. Pense au bébé innocent. Pense à la pauvre Clara. Veux-tu que ton propre neveu naisse pendant que son père est enfermé dans une prison d'État? N'as-tu donc pas de cœur? Tu es un monstre. J'ai regardé Clara. Elle a sursauté sous la voix forte et perçante de Sylvia, se rapetissant encore plus sur la chaise pliante, ayant l'air de vouloir disparaître complètement. Je suis la seule personne dans toute cette pièce qui pense réellement à Clara et à la sécurité de ce bébé, ai-je dit, ma voix incroyablement stable et froide. C'est exactement pour cela que je suis ici ce soir. L'oncle Oscar s'est penché en avant, son lourd sourcil se plissant profondément. C'était un homme très observateur dans le monde des affaires et il a été la toute première personne dans la pièce à sentir que la dynamique de pouvoir était totalement inversée. Je ne regardais pas le sol avec honte. Je ne tremblais pas sous leur regard collectif. Je les regardais d'en haut avec les yeux froids et calculateurs d'un homme qui tenait toutes les cartes. « C'est quoi ton jeu malsain ici, Julian ?» a demandé Oscar, sa voix grave grondant comme le tonnerre dans la petite pièce. « Ton père est physiquement malade. Ta mère est une épave totale. Tu as pris une décision hâtive et en colère pour un morceau de métal. Sois un homme. Abandonne les charges criminelles. Sors ton frère de cette cellule et règle ça tranquillement en famille. Nous n'impliquons pas la justice dans les affaires de la famille Rossi. Je ne suis pas ici pour négocier un accord, Oscar, ai-je annoncé en regardant autour de la pièce. M'assurant de croiser le regard de chaque personne. Je ne suis pas ici pour m'excuser. Et je ne suis absolument pas ici pour abandonner une seule charge contre Damon. Je suis ici pour vous montrer exactement qui est Damon. Et je suis ici pour montrer à tout le monde dans cette pièce exactement qui sont Victor et Sylvia. N'ose pas manquer de respect à tes parents en ma présence. A hurlé Béatrice, faisant un pas agressif en avant depuis la cheminée. Nous avons passé des heures à discuter de ton égoïsme absolu. Nous savons exactement combien tu gagnes. Nous connaissons ton salaire. Tu as une propriété de premier ordre. Tu as une retraite massive. Tu viens d'avoir une grosse promotion. Et tu veux complètement détruire la vie de ton frère pour une virée stupide. Ce n'était pas une virée, ai-je dit, en ouvrant la fermeture éclair de la lourde mallette en cuir. Le son métallique de la fermeture éclair a coupé la pièce. J'étais sur le point de leur montrer que la complaisance est le piège le plus dangereux dans lequel un menteur peut tomber. J'ai plongé la main dans la mallette et j'ai sorti les 3 massifs classeurs abondamment étiquetés que j'avais méticuleusement préparés ce matin-là. Je les ai déposés sur le centre de la table basse en chêne, un par un.
bam, bam, bam. Le poids physique pur des preuves a fait visiblement trembler la table. J'ai ramassé le premier classeur, le classeur rouge. Commençons par les mensonges que nous nous racontons juste pour maintenir la paix, ai-je dit, en regardant directement ma mère. Les yeux de Sylvia se sont agrandis dans une panique sincère, et elle a plaqué son dos fort contre les coussins du canapé à fleurs, réalisant que ce n'était pas l'intervention qu'elle avait prévue. Maman, ai-je dit, en gardant mon ton mortellement neutre et parfaitement articulé. Dis à l'oncle Oscar et à tante Béatrice exactement pourquoi tu conduis actuellement une voiture de location bon marché. Dis-leur ce qui ne va vraiment pas avec ta berline. Elle est au garage, a bafouillé Sylvia, sa voix tremblant alors qu'elle regardait frénétiquement Victor pour obtenir du soutien. La transmission a lâché de manière inattendue. Je te l'ai dit au téléphone il y a des semaines. Tu es une menteuse, ai-je dit clairement. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd et totalement impitoyable. J'ai ouvert le classeur rouge et j'ai tourné directement à la première page étiquetée au néon. J'ai sorti une photographie couleur haute résolution fournie par le rapport de police et je l'ai déposée sur la table directement devant Oscar. C'était une photo de la berline de Sylvia. Tout l'avant était enfoncé vers l'intérieur comme une canette de soda en aluminium jetée. Le pare-brise était complètement brisé en une toile d'araignée de verre. Les airbags étaient déployés et tachés. C'était une perte catastrophique totale. Damon conduisait sa voiture il y a 3 semaines, ai-je expliqué à la pièce, en ignorant totalement le brusque hoquet d'horreur de Sylvia. Il était fortement intoxiqué. Il a grillé un feu rouge fixe à 70 km/h et a percuté de plein fouet une camionnette familiale. Et parce que Damon a un casier judiciaire étendu et un permis suspendu, il est légalement inscrit comme conducteur exclu sur sa police d'assurance. Prime Mutual Insurance a totalement rejeté la demande. J'ai sorti la plainte officielle déposée au greffe du comté et je l'ai faite glisser à côté de la photo de l'accident. Ils poursuivent actuellement Sylvia personnellement pour 14 500 $ de dommages matériels en raison de la subrogation. Elle n'a pas de voiture au garage. Elle est effectivement en faillite. Et c'est exactement pourquoi Victor était si incroyablement empressé de donner les clés de ma Porsche à Damon. Ils avaient désespérément besoin d'un véhicule de remplacement. Et ils étaient parfaitement prêts à le laisser conduire mon bien sans aucune assurance. S'il crachait ma voiture, mon assurance rejetterait la demande, et c'est moi qui serais confronté à un procès massif. C'est moi qui serais financièrement ruiné pour protéger son secret. L'oncle Oscar a ramassé l'épais document juridique. Son visage est devenu d'un rouge profond et furieux alors qu'il parcourait le texte juridique. Il a regardé brusquement Victor. Tu m'as menti, a grondé Oscar, ses mains se serrant en poing. Tu m'as demandé un prêt personnel massif la semaine dernière pour des réparations d'urgence de la toiture. C'était pour ce procès? Ne l'écoute pas, Oscar. S'est écrié Victor, sa fausse faiblesse disparaissant instantanément. Il s'est assis totalement droit dans son fauteuil, pointant un doigt tremblant et rempli de rage vers moi. Il tord les faits. Damon a fait une erreur. Nous sommes une famille. Nous protégeons notre propre sang. Protégez les vôtres? Ai-je ri, un son rauque et amer qui ne contenait aucun humour. J'ai ramassé le classeur bleu et j'ai tourné mon attention directement vers Clara. Clara a hoché la tête lentement, de lourdes larmes montant dans ses yeux et coulant sur ses joues. Il a mis un costume. Il m'a dit que il allait obtenir un salaire élevé avec des avantages médicaux complets pour le bébé. Il t'a menti, Clara. Ils vous ont tous menti. Il te ment depuis le jour où tu l'as rencontré. J'ai ouvert le classeur bleu et j'ai sorti une grande feuille dépliante. C'étaient les données de suivi GPS de ma Porsche agrandies au format poster à l'imprimerie. Je l'ai étalé sur les documents d'assurance sur la table. Voici les données de suivi satellite inaltérables téléchargées directement depuis l'ordinateur de bord de la voiture, ai-je expliqué, en désignant du doigt les horodatage surlignés. Il a quitté cette maison à 18h15. L'entretien supposé était à 19h à Bellevue. Il n'est jamais allé au nord vers Bellevue. Il a roulé vers le sud. J'ai tracé la tique ligne rouge sur la carte avec mon index. Il s'est arrêté dans un magasin de spiritueux délabré sur la 88e rue. Il a acheté une bouteille de tequila bon marché et ensuite il est remonté directement sur l'autoroute en direction du casino de la réserve. Il n'allait pas chercher un travail pour te subvenir aux besoins. Il allait miser le peu d'argent liquide qui lui restait en poche. Non, a sangloté Clara, en enfouissant son visage dans ses mains,
ses épaules tremblant violemment. Il me l'a juré. Il a juré sur la vie du bébé. Il a arrêté de jouer il y a des mois. Il a volé l'argent liquide dans ton sac à main, n'est-ce pas? Ai-je demandé, en la regardant attentivement, connaissant les schémas d'un addict. Clara a levé les yeux, son visage s'effondrant dans une désolation absolue. Ma part de l'argent du loyer. Il a dit qu'il l'avait prise pour verser un acompte en espèces sur un berceau dans une boutique du centre-ville. Il n'y a pas de berceau, Clara, ai-je dit, le cœur brisé par sa naïveté. Et il n'y a absolument aucun travail. Ça suffit. A rugi Victor. Il s'est levé violemment de son fauteuil, oubliant totalement son bras soi-disant blessé, jetant l'écharpe médicale au loin. Il était furieux, le visage violet d'une rage sans frein. Sors de ma maison. Tu es en train de détruire complètement cette famille. Tu es une machine froide et calculatrice. Tu te soucies plus de morceaux de papier juridique et de comptes bancaires que de ton propre sang. Je suis le seul à maintenir cette famille hors de la pauvreté absolue. Ai-je répliqué, en m'approchant de lui, refusant de reculer d'un seul pouce. J'ai payé ta facture d'électricité le mois dernier, papa. J'ai payé ta mutuelle santé haut de gamme pour que tu ne me perdes pas ta couverture. Et comment me récompenses-tu? J'ai plongé la main dans la mallette une toute dernière fois. J'y me ai sorti le classeur noir. C'était le coup de grâce absolu. C'était le moment pour lequel je m'étais préparé toute ma vie. Tu penses que ça concerne juste une virée, Oscar? Ai-je demandé, en fixant mon oncle. Tu penses que ça concerne juste l'accident de voiture de Sylvia? C'est tellement pire. J'ai ouvert le classeur noir. J'ai sorti une épaisse pile de relevés bancaires du compte joint. Il y a 2 ans, Victor m'a convaincu d'ouvrir un compte bancaire d'urgence joint. J'y ai mis $5000 strictement pour les urgences médicales. Il y a 3 semaines, il en a vidé jusqu'au dernier centime. Il en avait besoin pour ses médicaments cardiaques coûteux. A hurlé Béatrice depuis la cheminée, essayant désespérément de le défendre. Non, Béatrice, ce n'est pas le cas, l'ai-je corrigé sèchement. J'ai posé le reçu de virement bancaire officiel sur la table. Il a viré la totalité des $5000 directement à King County by Bon. Damon a été arrêté à nouveau pour possession et Victor a pillé mon fonds d'urgence pour le sortir de prison. La pièce est devenue totalement silencieuse. Béatrice a fixé le reçu, la bouche légèrement entr'ouverte, la réalisation finissant par la frapper. Mais ce n'est toujours pas le pire, ai-je dit, ma voix descendant dans un calme absolu et terrifiant. J'ai plongé la main dans la poche arrière du classeur noir. J'ai sorti un document juridique lourdement notarié. J'avais payé à mon avocat d'entreprise une prime massive pour extraire ceci lors d'une recherche financière accélérée ce matin même. Je l'ai claqué au centre de la table basse. J'ai fait une recherche complète de solvabilité sur moi-même ce matin, ai-je annoncé à la pièce silencieuse, et j'ai trouvé une anomalie massive. Victor n'a pas seulement volé $5000. Damon devait $30 000 à un usurier très dangereux opérant depuis Tacoma, un homme nommé Vinny. Le visage de Victor est devenu complètement blanc comme un linge. Tout le sang s'est vidé de ses traits. Il a trébuché d'un demi-pas en arrière, heurtant le rebord de son fauteuil, ses jambes se dérobant sous lui. Victor est allé voir Vinny pour sauver son enfant chéri, ai-je continué, en m'assurant que chaque personne dans la pièce entende clairement chaque syllabe. Mais Victor a un crédit terrible. Il n'a absolument aucun actif. Alors, Victor a imité ma signature sur un document de prêt juridiquement contraignant. Il a utilisé mon nom, mon excellent score de crédit et mon numéro de sécurité sociale pour obtenir un prêt prédateur de $30 000. Sylvia a octé fort, se couvrant la bouche dans une horreur pure. Même elle ne connaissait pas les profondeurs de sa dépravation. Et vous voulez savoir ce que Victor a inscrit comme garantie physique pour ce prêt? Ai-je demandé à la pièce. J'ai pointé directement le visage pâle et suant de Victor. Il a inscrit ma Porsche 911. La dette arrive à échéance la semaine prochaine. S'il ne paie pas, ils viennent chercher la voiture. C'est exactement pour cela que Victor a donné les clés à Damon. Il n'allait pas à un entretien. Damon conduisait ma voiture au casino pour la remettre à un usurier pour éponger ses dettes de drogue. Mon père a volé mon identité, a imité ma signature et a essayé de donner ma voiture de $130 000 à des criminels. Le silence dans le salon était absolu. C'était un silence suffocant, lourd, toxique.
La gravité pure de la fraude criminelle restait suspendue dans l'air comme une fumée épaisse. Je n'avais pas seulement exposé un mensonge. J'avais exposé une trahison financière massive, calculée et totalement impardonnable. Je me tenais parfaitement immobile au centre du salon, regardant la destruction absolue de la façade soigneusement conçue par Victor. Il ne pouvait pas parler. Il fixait le document de prêt falsifié sur la table basse comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux sur le point de le mordre. Sa poitrine se soulevait, mais la comédie de la fausse crise cardiaque avait totalement disparu. C'était une panique sincère et incontestable. J'ai tourné mon attention vers l'oncle Oscar. Je m'attendais pleinement à ce qu'il me sorte de ses gonds contre son frère. Oscar se piquait d'intégrité, de travail acharné et de construction d'une entreprise légitime. Je m'attendais à ce qu'il foute Victor dehors de sa propre maison pour avoir commis une fraude criminelle contre un membre de la famille. Au lieu de cela, le troisième coup de poignard le plus inattendu est venu de l'homme dont je pensais qu'il comprendrait réellement la gravité de la situation. L'oncle Oscar a lentement tendu la main et a ramassé le document de prêt. Il a lu la signature falsifiée. Il a regardé le taux d'intérêt prédateur étourdissant au bas de la page. Puis il a posé le papier, a soupiré lourdement, s'est frotté les tempes et m'a regardé directement. « Julien », a dit Oscar, sa voix basse, calculatrice et purement transactionnelle. « C'est très, très grave. C'est une fraude criminelle. Si ce document parvient aux autorités, Victor va en prison fédérale pour un minimum de 5 ans. Le nom de la famille sera complètement traîné dans la boue. Ta mère sera démunie. Ce sera dans tous les journaux locaux. Il mérite d'aller en prison, ai-je déclaré fermement, sans reculer. Il a volé mon identité. Écoute-moi, a interrompu Oscar, en levant une main massive pour me faire taire. Tu es un jeune homme qui a très bien réussi. Béatrice a raison là-dessus. Tu viens d'avoir une grosse promotion. Tu gagnes un salaire incroyable. Tu possèdes un bien immobilier de premier ordre. Tu peux facilement absorber un coût de 30 000 $ sans faire faillite. Je l'ai fixé dans un état d'incrédulité pure et non filtrée. Ma mâchoire s'est tellement serrée que mes dents ont grincé ensemble. J'ai laissé échapper un rire sec et sincère. Il a résonné fort et amèrement dans la pièce tendue. Mon héritage ? Ai-je demandé d'un ton moqueur, en regardant Oscar comme s'il avait perdu la tête. Quel héritage, Oscar ? Es-tu délirant ? Une montagne de dettes de cartes de crédit cachées ? Une maison lourdement hypothèque qu'ils sont sur le point de perdre à cause d'un procès d'assurance ? Il n'y a absolument aucun héritage ici. Il n'y a qu'un gouffre massif de ruines financières. Et tu veux que je jette mon argent durement gagné dedans juste pour sauver son ego fragile et ta précieuse réputation de famille ? Tu es un Rossi ! A hurlé Béatrice depuis la cheminée, rejoignant le côté d'Oscar, son visage tordu par la colère. Tu nous dois ta loyauté absolue. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit sur la tête quand tu étais enfant. Je ne vous dois absolument rien, ai-je dit, ma voix se transformant en un grondement bas et dangereux. J'ai acheté mes propres vêtements depuis que j'ai 15 ans. J'ai payé mes propres frais d'université en frottant des toilettes et en retournant des burgers. J'ai bâti ma propre carrière pendant que vous étiez assis ici à protéger un criminel violent. Je ne paierai pas un seul centime de ce prêt falsifié. J'ai déjà transmis l'intégralité de ce dossier à mon avocat d'entreprise et à la division de la fraude financière de la police. Ce n'est plus entre mes mains. Victor est livré à lui-même. Espèce de petit salaud égoïste, a sifflé Victor, retrouvant enfin sa voix. Il a fait un pas menaçant vers moi, ses poings serrés, de la salive volant de ses lèvres. Je suis ton père. Je t'ai donné la vie. Et je reprends la mienne, ai-je répondu, sans fléchir, le fixant jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Avant que Victor ne puisse faire un autre pas, un bruit fort de grattement a brisé l'impasse intense. Clara s'est levée de la chaise pliante en bois. Elle tremblait violemment, des larmes coulant continuellement sur son visage pâle, mais sa mâchoire était incroyablement serrée. Elle s'est avancée lentement vers la table basse et a regardé les cartes GPS, le procès d'assurance et le document de prêt falsifié. « Clara, ma chérie », a dit Sylvia nerveusement, en tendant une main, la voix tremblante. « Esme, il te plaît, assieds-toi. C'est mauvais pour le bébé d'être stressé. Nous allons régler ça. Damon t'aime tellement. Il a juste des ennuis en ce moment. Ne me touchez pas, a dit Clara, sa voix tremblante mais étonnamment forte et autoritaire.
Elle a regardé directement Victor, ses yeux brûlants d'une prise de conscience soudaine et féroce. Vous m'avez dit que l'hématome sur ses articulations venait du fait que il travaillait sur le moteur de sa voiture. Victor a dégluti difficilement, détournant soudainement les yeux, incapable de croiser le regard d'une femme enceinte. Clara s'est tournée vers moi, la voix brisée. Damon ne s'est pas fait cet hématome en travaillant sur une voiture. Il se l'est fait quand il m'a poussé fort contre la cloison sèche la semaine dernière parce que j'ai refusé de lui donner ma carte bancaire pour ses jeux d'argent. Un hoquet collectif a résonné dans la pièce. Béatrice s'est couvert la bouche d'un vrai choc. Je voulais partir, a sangloté Clara, en enroulant ses bras de manière protectrice autour de son ventre rebondi. Mais Victor m'a dit de me taire. Il m'a dit que Damon était juste stressé à l'idée de subvenir aux besoins du bébé. Il m'a dit que les hommes Rossi avaient mauvais caractère et que je devais apprendre à désamorcer les situations. Il m'a dit que je serais une mère égoïste et terrible si je brisais une famille pour une petite bousculade. Ma prise sur la poignée de la mallette s'est resserrée jusqu'à ce que mes gants en cuir grincent fort. Le vol financier était énervant, mais ceci était un mal pur et non filtré. Ils encourageaient activement et consciemment les abus physiques sur une femme enceinte juste pour garder les apparences et garder Damon hors des ennuis. C'est un mensonge complet. A hurlé Sylvia, en se jetant en avant depuis le canapé, perdant totalement la tête. Tu es hystérique. Tu ne peux pas partir. C'est mon petit-fils. Il appartient à cette famille. Tu ne vas pas nous l'enlever. Sylvia a tendu la main de manière agressive, essayant d'attraper le bras de Clara pour la tirer physiquement vers la chaise et la coincer dans le coin. J'ai bougé instantanément. Je me suis interposé directement entre ma mère et Clara, utilisant ma taille et mes larges épaules comme une barricade physique solide et inamovible. Ne la touchez plus jamais, ai-je ordonné, ma voix résonnant comme le tonnerre dans le salon, projetant chaque once d'autorité que je possédais. Si tu fais un seul pas de plus vers elle, Sylvia, j'appelle l'officier Ramirez dès maintenant et je te fais arrêter pour voie de fait et agression. Tu sais que je le ferai sans hésiter. Sylvia a reculé instantanément comme si elle avait été brûlée par le feu. Elle a reculé, trébuchant maladroitement sur le rebord du tapis, et s'est effondrée sur le canapé, pleurant fort et de manière incontrôlable. J'ai tourné le dos à mes parents et j'ai regardé Clara. Prends ton manteau. On s'en va dès maintenant. Clara n'a pas hésité une fraction de seconde. Elle a attrapé son sac à main et son lourd manteau d'hiver. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, franchissant le seuil sans regarder en arrière vers les gens qui avaient essayé de la détruire. J'ai ramassé ma mallette en cuir remplie de toutes les preuves inattaquables qui allaient bientôt démanteler complètement leur vie. Je me suis retourné pour faire face à ma famille une toute dernière fois. Victor se tenait près de son fauteuil. Il avait l'air vieux. Il avait l'air totalement vaincu. Le pouvoir patriarcal qu'il avait exercé pendant des décennies était brisé sur le sol. Mais son ego toxique exigeait toujours le tout dernier mot. Si tu me franchis cette porte avec elle, Julian, a craché Victor, sa voix tremblant d'une rage impotente et pathétique. Tu n'as plus de père. Tu es mort pour moi. Tu m'entends? Je n'ai plus de père depuis plus de 10 ans, ai-je dit froidement. J'avais juste un dépendant financier. Au revoir, Victor. Je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai refermée fermement derrière moi. Le déclic métallique lourd du verrou a résonné exactement comme une porte de prison, les enfermant à l'intérieur de leur propre vie misérable et auto-infligée. La pluie glaciale à l'extérieur me semblait incroyablement rafraîchissante sur la peau. Elle sentait l'asphalte mouillé, les aiguilles de pin et la liberté pure et non filtrée. Clara était assise sur le siège passager de ma voiture de location, tremblant de froid et pleurant silencieusement dans ses mains. J'ai mis la lourde mallette dans le coffre, je suis monté sur le siège conducteur et j'ai mis le chauffage à fond pour la réchauffer. Nous avons quitté l'impasse résidentielle, les fausses maisons coloniales disparaissant dans le rétroviseur, et nous ne nous sommes pas retournés une seule fois. Où allons-nous? A demandé Clara doucement, en essuyant ses yeux avec sa manche humide. Je t'emmène dans un hôtel sécurisé et haut de gamme du centre-ville pour ce soir. C'est ma tournée, ai-je dit, en gardant mes yeux concentrés sur la route sombre devant moi. Demain matin, je vais t'aider à engager l'avocat en droit de la famille le plus impitoyable de Seattle. Nous allons demander une ordonnance de protection stricte contre Damon et Victor, et nous allons obtenir la garde exclusive absolue de ton bébé avant même qu'il ne soit né. Ils ne vous toucheront plus jamais, ni toi ni lui. Ils vont se battre, a-t-elle murmuré,
terrifiée par les gens à qui elle venait d'échapper. Victor a dit qu'ils avaient des avocats de famille coûteux. J'ai souri grimement, les néons de la ville se reflétant dans mes yeux. Ils n'ont absolument pas d'argent, Clara. Ils ont un procès d'assurance massif en cours. Un usurier violent qui leur souffle dans le cou. Et de multiples accusations de fraude criminelle sur le point de tomber sur la tête de Victor. Ils n'ont aucun moyen de pression. Nous avons la vérité absolue. Nous avons la documentation. Et nous avons le financement pour les combattre jusqu'au bout. Les 3 mois suivants ont été un flou absolu de bureaucratie juridique intense, de déposition et d'audience au tribunal. Mais pour la toute première fois de toute ma vie, j'ai traversé une crise sans une once de peur ou de culpabilité persistante. Damon n'a pas obtenu de caution. Entre le vol de voiture, la conduite avec un permis suspendu, le précédent mandat d'arrêt pour crime lié à la conduite en état d'ivresse et les nouvelles informations concernant ses dettes, le juge l'a considéré comme un risque de fuite extrême. Il a attendu dans une cellule de prison froide du comté en attendant son procès. Finalement, confronté à la montagne de preuves inattaquables que j'avais fournies, y compris les journaux de suivi GPS et ses aveux arrogants au magasin de spiritueux, son avocat commis d'office surchargé l'a forcé à accepter un accord de négociation de peine stricte. Il a été condamné à 2 années complètes dans une prison d'État avec des cours obligatoires de gestion de la colère, des tests de dépistage de drogues aléatoires et 3 ans de mise en liberté sous surveillance incroyablement stricte à sa sortie. Après cela, le château de cartes soigneusement construit de Victor et Sylvia s'est totalement effondré, se transformant en poussière. Le procès de subrogation de Prime Mutual Insurance a abouti. Pour payer le jugement écrasant de $15 000, et pour rembourser le terrifiant usurier avec lequel Victor s'était follement empêtré pour éviter qu'on ne lui brise les jambes, ils ont été forcés de vendre rapidement leur magnifique maison coloniale à une perte massive. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres crampède et déprimant dans une ville délabrée à 50 km de leurs amis du club de golf. La division de la fraude a fait une enquête sur Victor. Il a de justesse évité la prison uniquement parce que j'ai accepté un règlement civil où il a renoncé au peu d'actifs microscopiques qui lui restaient, ruinant effectivement son crédit pour toujours. L'oncle Oscar et tante Béatrice ont complètement cessé de leur parler. Oscar ne pouvait pas supporter l'humiliation publique du prêt falsifié et les accusations criminelles associées au nom des Rossi. Le rejet au sein de la famille élargie a été absolu. Sans leur public captif et leur bouc émissaire financier préféré, Victor et Sylvia se sont simplement éteints dans l'insignifiante. Dans mon cabinet d'entreprise, la rumeur avait inévitablement tourné. Mon patron, Harrison, un cadre supérieur sérieux qui ne tolérait pas le drame personnel, m'a convoqué dans son vaste bureau d'angle donnant sur la ligne d'horizon de Seattle. Je suis entré en m'attendant pleinement à une réprimande sévère ou même à un licenciement en raison du cirque juridique entourant ma vie. Au lieu de cela, Harrison m'a fait signe de m'asseoir et m'a versé une tasse de café filtre coûteux. J'ai entendu parler par le service juridique de l'affaire de fraude d'identité impliquant votre père, a dit Harrison, en s'appuyant contre son massif bureau en acajou, en m'analysant. J'ai vu la paperasse méticuleuse que vous avez déposée pour sécuriser vos actifs et verrouiller votre crédit. Je m'excuse profondément si cela a été une distraction pour le cabinet, monsieur, ai-je dit formellement, en gardant une posture rigide. Ne vous excusez pas, a interrompu Harrison. En levant une main pour m'arrêter. Je révise des profils de gestion de risques complexes toute la journée, Julian. Vous avez identifié une responsabilité personnelle catastrophique massive. Vous avez rassemblé des preuves empiriques inattaquables. Vous avez exécuté une stratégie défensive sans faute et vous avez complètement neutralisé la menace pour votre portefeuille sans laisser la sentimentalité ou l'émotion nuire à votre jugement. C'est exactement le genre d'efficacité clinique et impitoyable dont j'ai besoin au niveau exécutif. Il m'a tendu un épais dossier en carton. C'était la paperasse officielle d'entreprise pour ma promotion au poste de directeur senior de la gestion des risques, assortie d'une augmentation massive de mon salaire de base, d'un bureau d'angle et d'options d'achat d'actions complètes. J'avais enfin trouvé un environnement qui respectait mes limites, valorisait ma logique et récompensait mon travail acharné au lieu de me punir parce que j'avais réussi. 10 jours après la dramatique arrestation au magasin de spiritueux, le service de police a officiellement libéré ma Porsche 911 de la fourrière d'épreuves. J'ai pris l'après-midi et je l'ai conduite directement chez Gus. Gus était un expert en restauration automobile à l'ancienne et méticuleux qui dirigeait un atelier de rénovation haut de gamme à la périphérie industrielle de la ville. Gus a fait lentement le tour de la voiture,
inspectant la trace de cendres de cigarettes sur le capot et sentant l'odeur légère et persistante de tequila rassis et de tabac bon marché à l'intérieur de l'habitacle. Il a secoué la tête avec un dégoût absolu. Quelqu'un n'a pas respecté la machine, Julian. C'est un crime. Je veux que tout soit complètement purifié, Gus, lui ai-je dit, en lui tendant les clés. Je veux que les tapis soient lourdement shampouinés et extraits. Je veux que le cuir haut de gamme soit traité 2 fois. Je veux un traitement complet à l'ozone pour le système de ventilation. Je veux que cette voiture ait l'air, se sente et sente comme si Damon n'avait jamais existé. Quand je suis venu chercher la voiture 3 jours plus tard, elle était absolument sans défaut. La peinture gris ardoise brillait parfaitement au soleil de l'après-midi, ressemblant à du verre liquide. L'horrible odeur de fumée avait totalement disparu, remplacée par l'odeur nette et riche du cuir neuf et de la liberté absolue. Je suis rentré chez moi. J'ai garé la Porsche précisément au centre de mon allée. J'ai regardé l'endroit où se trouvait la tache d'huile sombre. J'avais passé 2 heures épuisantes à genoux à la frotter avec un dégraissant industriel et une brosse métallique jusqu'à ce que le béton soit propre à nouveau. Ces meux étaient un travail dur, mais c'était mon travail, et cela a nettoyé ma propriété. Plus tard dans la soirée, je me suis assis sur mon porche avec une tasse de café noir chaud, à regarder le coucher de soleil sur la banlieue calme et paisible. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Ce n'étaient pas mes parents. J'avais bloqué leur numéro définitivement, et l'ordonnance de protection que Clara et moi avions déposée les gardait physiquement et légalement très loin. C'était un SMS de Clara. Il y avait en pièce jointe une photo haute résolution d'un magnifique bébé garçon nouveau-né parfaitement sain, enveloppé dans une couverture d'hôpital bleue et douce, dormant paisiblement. Texte, rencontre Léo. Il est en parfaite santé. Nous sommes en sécurité dans notre nouvel appartement. Les papiers de garde sont passés complètement. Merci pour tout, oncle Julian. J'ai souri. Un vrai sourire chaleureux qui a atteint mes yeux pour la première fois depuis très longtemps. Oncle Julian. J'aimais vraiment la sonorité de cela. Cela sonnait comme une famille. Une vraie famille bâtie sur le respect, pas sur l'extorsion. J'avais perdu un frère au profit du système carcéral. J'avais perdu mes parents au profit de leur propre avidité et manipulation toxique. J'avais perdu toute l'illusion d'un filet de sécurité biologique. Mais j'avais gardé ma dignité chèrement acquise. J'avais protégé agressivement mon avenir financier. Et le plus important, j'avais aidé à sauver une mère vulnérable et son enfant innocent d'un cycle générationnel sans fin d'abus et de vols qui les aurait complètement détruits. J'ai bu une gorgée de mon café. Il avait le goût d'une victoire absolue et incontestable.